bienvenue pour ce premier live de Wrestles Radio et un nouveau numéro de Late Night Wrestles qui sera consacré à Battleground et à quelques événements qui se sont déroulés au Raw juste après. Pour m'accompagner, puisque c'est Pierre qui parle et non Brousty qui est parti un petit peu en vacances, comme ça pour se reposer jusque SummerSlam. Pour m'accompagner, j'aurai avec moi, pour tenir la barre, 5 matelots expérimentés. On va d'ailleurs commencer par celui qui doit être le plus apte à cela. Mon second, celui qui côtoie le plus régulièrement le Vieux-Port à Marseille, c'est Kevin. Salut Kevin. Salut Pierre, salut à tous. Oui, matelot, petit mousse, je pense que ça convient bien. Bah, de toute façon, tant que tu sais nager, ça ira. C'est le plus important. Voilà. On va rester assez proche de la région marseillaise et passer vers Nice à peu près avec notre maître niçois, le chef du clan des admirateurs de DDP, Renaud, qui est avec nous. Bang! Salut Pierrot, salut tout le monde. Salut Renaud. T'es prêt? T'es chaud? C'est bien Je pour suis chaud comme la braise, ouais. Chaud comme la braise. C'est parti. On reste dans le sud. Les représentants du sud sont assez majoritaires dans ce live. Il m'aura pas sur le dos ce soir et je crois que ça le soulage pas mal. C'est Gus qui est avec nous. Salut tout le monde, comment ça va? Bah moi ça va bien, et toi ça va? Ouais, ça va, je suis assez content parce que tu vas pas me casser les couilles ce soir. Bon, je compte sur quelqu'un pour me remplacer. Hein, voilà. Oh merde. Et enfin, on va finir plus au nord, on va rester quand même dans une extrémité à l'est. Celui qui aurait été champion du monde depuis 2 semaines, 114-18 et 39-45, et qui n'arrête pas depuis de sortir son arbre généalogique pour revendiquer son quart de sang allemand, c'est l'Alsacien Seb. Guten Abend Seb. Je m'y attendais, mais alors absolument à cette vanne. Bonsoir à tous en tout cas. Bonsoir Seb. Bonsoir. Donc l'équipage est au complet, on peut larguer les amarres et Putain partir. d'allemand de merde. Tu te calmes, Gus, tu te calmes. Non. Alors, voilà, vous avez vu, l'équipage Chauvin. est au complet, l'équipage est à fond, l'équipage me coupe la parole juste pour me faire chier. On peut larguer les amarres et partir en guerre vers Battleground après ce petit jingle Into the Jungle. Won't you follow me into the jungle? Ain't no God on my streets, in the heart of the jungle. Won't you follow me into the jungle? Nous revoici donc et on va parler de Battleground qui s'est déroulé donc ce dimanche avec à l'affiche plusieurs matchs dont le match pour le titre de la WWE. Mais avant cela, comme d'habitude, hein, la WWE depuis plus d'1 an maintenant fait un kick-off et surprise, il y a 2 matchs dans ce kick-off. Bon, 2 matchs qui sont Adam Rose contre Fandango, hein, le danseur le plus populaire de la WWE. C'est Adam Rose apparemment, puisqu'il le bat en 1 minute 22, bien aidé par les distractions de Layla et de Summer Rae. Et dans le deuxième match, c'est Cameron qui bat Naomi sur un roll-up, donc voilà, hein, les divas, tout ça, en 3 minutes 12. Je pense que bon, vous serez d'accord pour pas trop parler de ce kick-off, hein, qui a pas De été toute façon- très bon. Ouais. De toute façon, je crois que personne l'a vu. Est-ce que quelqu'un a déjà vu le kick-off? Moi je l'ai vu, mais est-ce que vous l'avez vu? Je crois que t'es le seul sur ce coup. Hein. Donc je suis tout seul. Donc, bah moi je propose de laisser l'avis de notre auditeur Kevin Fayes, qui n'est pas le chroniqueur que nous avons à la table, mais bien quelqu'un qui nous écoute et qui résume assez bien l'affaire avec un c'était lamentable. Donc voilà, hein, il y a rien Et à toi, ajouter. Pierre, qu'en penses-tu? Je suis totalement d'accord avec lui, donc on va lui laisser le mot sur ce kick-off. Et on va tout de suite entrer dans le pay-per-view avec le premier match qui est un match tag team. Les matchs tag team qui prennent l'habitude au fur et à mesure de prendre la place d'opener. Avec les Usos, donc Jimmy et Jay, qui battent The Wyatt Family, représentés par Luke Harper et Eric Rowan, dans un 2 out of 3 falls match pour le Tag Team Championship, évidemment. Et qui a duré 18 minutes 48, avec une victoire 2-1 des Usos. Alors Renaud, qu'est-ce que tu as pensé de ce match ? Ah, j'ai adoré. Alors déjà, je voulais dire que j'étais pas avec vous la dernière fois pour le podcast de Money in the Bank, et j'avais déjà trouvé le combat qui était très bon entre ces deux équipes, et même en weekly quand ils s'affrontent c'est toujours bon. Et là je trouve que c'est un modèle du genre. J'ai beaucoup aimé le rythme. Je trouve que ça monte crescendo petit à petit. Le combat il se termine en apothéose. Les gars ils ont tout donné. Bien aimé la prestation encore une fois de Luke Harper. Je pense qu'on en parle à chaque fois, mais c'est vrai que Luke Harper il dégage vraiment quelque chose.
J'aurais préféré que les Wyatt gagnent, mais bon, ça c'est un petit pronostic du cœur, c'est pas grave. Les Usos sont des très beaux champions aussi. Hein. Et je voulais dire aussi que c'est tout simplement le meilleur tag team match que j'ai vu en Two Out of Three Falls depuis que j'en ai vu quelques-uns. Et C'est assez rare comme match. Ça c'est rare, ouais. J'en ai noté quelques-uns. Je vais t'en donner quelques-uns. Là, il y avait Bob Backlund et Pedro Morales qui avaient battu les White Samoans. C'était en 1980, donc là bon. Ça date. Ça date, c'était très loin. Sinon, il y avait les Brainbusters, c'est-à-dire Arn Anderson et Tully Blanchard, les gars des Four Horsemen qui avaient battu les Demolition. Ça, c'était au Saturday Night Main Event en 89. Mais le plus connu, que beaucoup de monde connaissent bien, c'était au SummerSlam 90 et c'était les Hart qui avaient battu là encore les Demolitions. Ça, c'est un beau match. Mais franchement, ce Two of the Three Falls là de Battleground, il est franchement énorme. Et je pense qu'on va le retrouver dans le top 5-10 à la fin de l'année. T'es d'accord avec son avis, Kevin? Et c'est le match de la soirée. Pour moi, j'ai pas d'autre souvenir que celui-là. C'est le match de la soirée. Harper, comme disait Renaud, a été excellent une nouvelle fois. Les Usos aussi, hein, ils ont fait un très bon match. Donc voilà, ça a duré un bon petit moment, ce qui est assez rare pour un match tag team. Et là, c'est vrai que ça fait bizarre du coup de voir le meilleur match de la soirée dès l'opener. Non, rien à redire, si ce n'est si vous ne l'avez pas vu, jetez-vous dessus. Kevin, qui a été coupé en plein élan. On a perdu la communication auprès de Marseille. Bah, c'est pas grave, hein, je pense que son alter ego résume bien l'affaire. Hein. Notre auditeur Kevin Fages qui a aussi son avis encore une fois, qui dit que c'est le match de la soirée pour sa part. Les deux équipes ont été très bonnes, un début classique, mais suite au deuxième tombé, le combat est devenu incroyable. Je pense que Seb sera du même avis. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Hein. J'ai trouvé que les deux premiers tombés sont arrivés assez rapidement, un peu décevants, mais c'est vrai qu'après le deuxième tombé, c'était vraiment exceptionnel. Je trouve par contre que faire perdre les Wyatt une deuxième fois, c'est un peu dommage. J'avais déjà dit le mois dernier que faire perdre les Wyatt, ça fait perdre un peu de mystique pour le groupe et je trouve que ça le fait encore plus une deuxième fois. C'est que mon avis personnel, mais pour moi, les Wyatt auraient dû être champions ce soir-là. D'autant plus que je vois pas vraiment contre qui les Usos vont pouvoir défendre leur ceinture dans le futur, alors que si ça avait été les Wyatt... Contre les Wyatt. Ouais. Une troisième fois, ça le ferait quand même... c'est SummerSlam. C'est SummerSlam, donc c'est des rivalités parfaites. Au contraire, je trouve justement que, heureusement que les Wyatt ont remporté ce combat-là, parce que non, franchement, les Usos. Franchement, que les Usos ont vraiment remporté ce match-là, parce que ils l'ont remporté d'une façon remarquable. Et en plus de ça, ça offre encore une opportunité de match à stipulation pour SummerSlam, et ça peut être vraiment que bon, quoi, parce que elles sont vraiment parfaites, ces équipes. Elles sont parfaites, elles arrivent à nous donner des matchs incroyables. Bon, sur celui-ci, j'ai quand même eu du mal à rentrer dedans. Par contre, une fois que le troisième combat a eu lieu, il commençait là, ça c'est réellement le troisième combat, c'est pareil. Tu m'as compris, quoi. C'est 3 matchs en un. Mais une fois que le troisième tombé est arrivé, j'ai fait oh putain, ça s'est vraiment emballé. Les doubles super kicks sont superbes. Le travail des Usos parfait. Dès le topé suicidaire Luke Harper, ça s'est emballé, quoi. À partir du topé suicidaire Luke Harper, le match s'est complètement emballé. Et heureusement, c'est, comme vous le dites tous, un petit peu le meilleur match de la soirée et peut-être de très très loin. Alors, est-ce que Kevin est revenu? Oui, ça y est, tu sais, malheureusement, comme dans toutes les conversations Skype, il faut le relou qui se déconnecte. C'est moi. Coucou. Est-ce que tu peux finir ce que tu avais commencé? Je sais pas, vous m'aviez écouté au moins pour savoir où je m'étais arrêté? Je sais pas. Oui, bien sûr, totalement. Tu disais que c'était un très bon match, et après t'as fait... c'était un beau suspense, donc ça a bien coupé quand il fallait. Ouais, non, mais je sais plus ce que je voulais dire, non, à part que ça peut faire partie des matchs de l'année 2014, hein. C'est parti pour, dans le top 10 facilement. Alors j'ai Jason Kendrick qui avait mis un commentaire sur la page Facebook. Vous pouvez le faire d'ailleurs pour les prochains pay-per-view, hein, comme d'habitude, vous suivez la page Wrestlers Radio sur Facebook. Il disait que le seul souci de ce match, c'est qu'à force de voir des matchs entre les 4 à chaque semaine à Raw et SmackDown, et en pay-per-view, on finit par se lasser, ça laisse une impression de déjà-vu en regardant le match. Alors moi personnellement, je suis pas d'accord, surtout concernant le troisième tombé. Ils ont innové après le deuxième tombé, quoi. Non, complètement, ils sont allés plus loin. Par contre, les gars, vous parliez tout à l'heure en disant il fallait que les Usos conservent pour avoir encore un match au SummerSlam derrière face aux Wyatt. Mais si les Wyatt auraient gagné le titre ce soir-là à Battleground, je pense que les Usos, dans leur contrat, de toute façon, il y a la clause de revanche, donc on est d'accord sur ça. Tu connais la WWE, une victoire de titre, ça reste plus souvent dans l'histoire que juste une défense.
Complètement. Donc, Du point de vue de la story, ça reste quand même assez difficile à expliquer parce qu'ils perdent 2 fois clean. Et comment tu peux leur donner encore un match de championnat après t'as vu le match comme nous. Ils étaient bah, pas loin de gagner. Oui, mais bon, c'était aussi le cas à Money in the Bank. Ouais, mais c'est suffisant pour la WWE. Après, moi, je suis d'accord, c'est vraiment du très haut niveau. Donc, si on a encore ça, je suis content. Mais bon, du point de vue de la story, c'est difficile à expliquer, moi, je trouve. Ouais. Et l'image de fin est magnifique, hein, ce double splash des Usos sur Harper, un Ouais, double splash comme ça. Il y a eu beaucoup de mouvements doubles comme ça tentés avec beaucoup de coopération et c'est peut-être le plus grand avantage de ce match tag team. Ouais, j'attends vraiment avec impatience le 3e match avec une victoire cette fois-ci des Wyatt, plus le match revanche peut-être pour Night of Champions qui serait possiblement le dernier et qui mettrait fin à une rivalité excellente. Niveau combat bien sûr, parce qu'après niveau storyline, c'est pas très évolué. Voilà. Donc on va passer au deuxième match de la soirée avec AJ Lee qui défendait sa ceinture. Qui défonçait, ouais. Sa ceinture Diva fraîchement récupérée des mains de Paige en 7 minutes 12. Donc un combat plutôt long, enfin long, on va dire pour les standards Diva en tout cas. Un match que Gus a suivi, j'espère. Bah oui. Bah franchement, je faisais le live tweet de dimanche soir pour Wrestles Radio et je disais qu'on avait peut-être pas vu autant d'engagement pour 2 divas depuis une certaine rivalité opposant Mickie James à Trish Stratus. Donc ça fait peut-être une dizaine d'années qu'on n'a pas vu ça chez les divas. Donc forcément, ça fait plaisir. À noter quand même un botch où Paige rate complètement une powerbomb du haut de la 3e corde qui a failli tuer AJ Lee. Franchement, mis à part ce move-là un petit peu raté, le match est correct. On aurait peut-être pu s'attendre un petit peu mieux effectivement parce que connaissant les deux divas, on sait que ces matchs-là peuvent surtout donner que du bon et j'attends avec impatience donc une deuxième opposition cette fois-ci à SummerSlam qui pourrait réveiller un petit peu les foules. J'oublie de noter, c'est quand même les 2 divas les plus belles du moment, donc autant en profiter pour les yeux. C'était du bon catch et en plus c'était agréable pour les yeux. Voilà, c'était le point Gus. C'était le point. Seb, est-ce que tu es d'accord avec ça? Moi, je suis pas trop d'accord parce que j'ai été très 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 déçu du rendu final. Je veux dire, ce match, on l'attend depuis tellement longtemps. J'en parlais, je crois, il y a déjà un an et demi dans cette émission que je voulais voir ce match et là on l'a enfin véritablement parce qu'on va pas compter les 2 matchs qu'ils ont eu pour le titre lors de Raw, les 2 changements de titre parce que c'était en 2 minutes donc on va pas le compter. Mais là c'est un vrai match de 7-8 minutes. Mais c'est tellement botché, il y a le rythme qui est assez faible, il y a une dynamique aussi qui n'est pas présente puisque Paige n'était pas véritablement heel au début de ce match et Jelly on savait pas trop non plus où la placer. Ce sera peut-être mieux la prochaine fois au SummerSlam puisque là on aura une vraie dynamique face contre heel. Peut-être qu'ils sont aussi gardés sur la défensive ce soir-là pour tout donner au prochain pay-per-view. Du moins, c'est ce que j'espère parce que les 2 catcheuses ont vraiment du talent et c'est dommage de rester sur une telle déception. C'est un peu le mot d'ordre du pay-per-view d'ailleurs, on en reparlera. Kevin. Du même avis que Sébastien, il a malheureusement tout dit, donc faut en laisser Sébastien, les autres ils peuvent plus parler après. D'ailleurs ton alter ego, l'autre Kevin, est lui aussi déçu de ce match avec la domination quasi totale de Paige et un rythme lent sans intensité pour lui. Alors est-ce que Renaud a envie de dire quelque chose sur les divas? Non, c'est bon, on peut y aller. C'est bien Tu me connais bien. C'est bien ce que je me disais. Non, mais je rejoins l'avis aussi de Seb, à peu près. Même si moi, je m'en suis quand même rappelé, malheureusement, Seb, je comprends ce que tu veux dire par rapport aux 2 combats hyper courts qu'on a eu à Raw. Mais bon, moi, ça m'est quand même pas sorti de l'esprit ces 2 combats-là. Et c'est sûr que c'est bien meilleur. Mais bon, on peut pas comparer, c'est vrai. On peut pas comparer. On attendra, mais ça peut donner du très très bon. Et là, je trouve que c'était, je dirais, du bon. Voilà. Oui, c'était du bon pour les divas. Sur l'échelle des divas, franchement, les gars, vous êtes durs quand même parce que quand on voit les derniers matchs de divas qu'on a eu ces dernières années, franchement, voilà. Ouais, mais comparait pas avec NXT, les mecs. Vous savez très bien qu'NXT, c'est le top du top. Mais je trouve que Gus, t'as été un peu cherché loin pour le Mickey Trish parce que je crois que t'étais d'accord avec moi en plus, si tu t'en souviens bien. C'était sur le match qu'il y avait eu à Money in the Bank entre AJ et Caitlyn qu'on avait bien aimé tous ici sur Wrestles Radio. C'était déjà un très bon match niveau intensité. Là, ça s'est un peu rejoint, même si je préfère quand même le AJ Caitlyn. Ah ouais, non, mais là c'est Paige. Oui, bah oui. C'est toujours un vaste chantier. La section diva. Ouais. Je pense que ça va venir progressivement. Justement, le match à NXT dont on avait parlé, de celui de NXT Takeover entre Charlotte et Natalia est annonciateur de bonnes choses, en tout cas peut-être de matchs plus longs.
faut espérer parce que bon. Alors, de matchs plus longs, je sais 7 pas. minutes, Hein. je suis désolé, mais c'est encore trop peu. Il faudrait des matchs de 10 minutes pour que ce soit solide. Et peut-être qu'il y ait une meilleure histoire, je pense. Je sais pas si vous êtes d'accord. Elles ont tellement peu d'importance pour Triple H, les divas, que ça va être compliqué de leur donner plus de place. Ah, toujours compliqué, les divas. On va passer au match suivant. Avec Rousseff et Lana en slip. Qui bat Jack Swagger, qui était accompagné de Deb Coulter par décompte à l'extérieur. Alors Jack Swagger était en train de porter son Patriot Lock et il se fait contrer et se prend le poteau en pleine tête après 9 minutes 55. Alors Seb, qu'est-ce que tu as pensé de ce premier combat États-Unis-Russie comme à la guerre froide, toi qui connais bien les conflits mondiaux? Ah bon, tu me l'apprends. Je connais plutôt Verpa qui est un petit peu spécialiste dans le domaine. Et moi, mais c'est bon, pas t'es alsacien, toi, tu connais tout. Ah là, Arto. on va toujours revenir à cette vanne, décidément. Ah ouais, bah c'est parti, point Godwin à mort. Je trouvais que le match était correct. Je m'attendais pas à un gros match. Mes attentes ont été satisfaites, on va dire. Juste bon, pas dégueulasse, pas génial. Ça correspond à l'affiche qui était proposée. Je parlais plus de la fin de match que j'ai trouvé plutôt intéressante, puisque l'optique c'était quand même de faire un futur Rousseff Swagger un mois de plus en fait, donc c'était que la première étape de la rivalité, et donc c'était normal de ne pas mettre une fin totalement propre. Ça permet à Rousseff de conserver sa série de victoires, qu'il a d'ailleurs perdu à Main Event ce mardi, puisqu'il a perdu par disqualification. Mais bon, il est toujours invaincu en tombée ou par abandon, donc c'était le but avant ce match. Gus. Rousseff Swagger, pour moi, c'était un match assez décevant. Parce que Rousseff, au début, à NXT, j'aimais bien. Mais depuis qu'il a le WWE, à vrai dire, je m'en foutais un petit peu. Et puis, bon, à vrai dire, le match, c'était ma pause pipi. Donc, franchement, pas grand-chose à penser, en fait. Il en fallait un et ce fut celui-là. Ouais, voilà, c'est celui-là. Ouais. Non, bah, après, Rocky 4 n'est pas ton film préféré. Bah, franchement pas. D'ailleurs, en parlant de Rocky 4, Christophe Ajus a refait la remarque aussi, la même que tu avais fait la dernière fois sur Rousseff Swagger, en disant non, vous n'êtes pas en train de regarder Rocky 4, mais vous êtes bien en train de regarder Battleground. C'est bien connu, Christophe Ajus me copie. C'est ça depuis le début, c'est quand même assez grave. Non, plus sérieusement, bon, c'est une référence quand même assez facile à placer. Renaud, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Je l'ai trouvé assez stiff, mais trop court, malheureusement, et avec un Swagger qui veut pécho à tout prix la cheville de Rousseff et non pas Lana. Bon, ça c'est son choix. Mais sinon, la victoire des comptes par décompte extérieur, c'est toujours hyper frustrant. Et c'est vrai que là, comme disait Seb, c'est pour continuer la feud, mais c'est vrai que les victoires extérieures, c'est toujours hyper frustrant. J'ai préféré tout de même les Rousseff Biggie. C'était pas des chefs-d'œuvre, mais j'ai trouvé ça un peu mieux, donc j'attends de voir la suite, mais j'ai pas été non plus hyper convaincu, quoi. Disons que c'est passable. Est-ce que Kevin va arriver à faire une réponse entière? J'espère. Pour nous parler de Rousseff contre Swagger. Allez. On va essayer, sinon je vais y aller très vite. Non, je rejoins un petit peu les avis autour de la table du web. Match décevant. Après, il surfe évidemment sur la vague États-Unis URSS qui marche toujours. Mais sinon, ouais, le décompte extérieur, forcément, c'était ce qu'il pouvait y avoir de pire pour finir ce match. Mais en même temps, c'est ce qu'il y a de mieux aussi pour continuer la rivalité qui n'a pas continué finalement. Donc ça va être la grande question. Mais sinon, le match en lui-même, oui, il est pas exceptionnel. Et comme le disait Renaud, le match contre Biggie avec Rousseff était bien plus péchu. Ça donnait beaucoup plus envie. On se souvient notamment des spears vers l'extérieur de Biggie sur Rousseff. C'était bien mieux. Et donc, tu as réussi à dire une réponse au thème. Enfin. C'est magnifique. Oh, ça y est, je vais déposer un cierge. Le reine de la garde est à côté. On va évoquer assez rapidement le discours de Lana. Voilà ce que je voulais demander. Très rapidement, avec... Bon, la WWE a démenti, mais bon, il y a quand même une allusion au vol MH17. Je crois que je me trompe pas de numéro. Est-ce que ça vous choque plus que ça, ou est-ce que pour vous c'est un élément normal? Bon, elle a pas fait une référence directe, hein, c'est assez... Oui, non. Moi, ça me choque plus la WWE qui nous fait croire que ça avait rien à voir que Lana en fait qui est allé dire ça. Mais bon, après, voilà, c'est du catch, faut pas
Ils sortent sur Ouais, ça. non, Ils c'est ont... clair, faut pas non plus s'attarder Slaughter dessus. avait fait des choses aussi à l'époque avec l'Irak, tout ça. Bon, on a Ouais, eu Mohamed Hassan. mais à l'époque, on pouvait plus se permettre de dire ce genre de choses. Aujourd'hui, avec tous les réseaux sociaux, il y a tout le monde qui s'emballe rapidement. C'est ça, exactement, ouais. C'est quand même un fait divers mineur, enfin Mineur. ouais, C'est divers mineur, de pas parler. trop, mais bon. Non, je parle pas bien sûr du crash, hein, qui est quand même très grave. Mais je veux dire, le fait de souligner que Lana ait parlé de ça, je pense que c'est pas si grave que ça. Oui. Voilà, c'est de la Ah, provoque, puis- elle fonctionne toujours comme ça. Oui, mais comme dit Renaud, de toute façon, c'est du catch et on va pas se manger la nouille pour 3 conneries dites dans un show de catch et on va pas se faire chier, quoi. Ah, Et on va finir ce segment en citant Léon Zitrone qui disait qu'on parle de moi en bien ou en mal, Ouais, peu ouais, importe, ouais. l'essentiel C'est c'est qu'on parle de moi. Et donc je pense que la WWE a réussi son coup. Eh bien, bravo. c'est Oui. pas- voilà. Non, C'était l'instant philosophe. Non, c'est vrai que c'est une belle phrase pour finir. Et du coup, on va passer pas au prochain match, pas vraiment un segment sans suite. C'est Seth Rollins qui bat Dean Ambrose par forfait parce que Dean Ambrose l'a attaqué en coulisses. Du coup, Triple H l'a renvoyé de l'arena et du coup, Seth Rollins est venu parader par la suite en disant qu'il avait gagné le match par forfait. Dean Ambrose a attaqué à nouveau, détenteur du Money in the Bank. Et ensuite, dans le parking, une nouvelle agression de Dean Ambrose sur Seth Rollins qui quitte l'arena et du coup, le plan B de Triple H qui tombe à l'eau. Qu'est-ce que vous avez pensé du déroulement de ces segments? Alors, je vais commencer avec Gus. J'étais très déçu de ne pas avoir un Rollins Ambrose en pay-per-view. Ça attendra SummerSlam, du coup, avec un match à stipulation, ça c'est clair et net. Les segments ont bien été menés. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu des segments qui s'initiaient dans les backstage et qu'il y en avait un qui fuyait en voiture. C'était vachement cool, ça m'a rappelé un petit peu l'ère de l'Attitude Era. Sans non plus forcément avec beaucoup moins d'engagement qu'à l'époque certes, mais ça m'a rappelé un petit peu des souvenirs, c'était vachement cool et j'attends avec impatience leur match à SummerSlam qui risque d'être un street fight ou ouais, un street fight ça pourrait être cool entre les deux. Franchement, j'aurais pas d'autres stipulations, quoi. Un street fight ça serait parfait. Même avis, Kevin? Ouais, très très old school de la séquence. C'était plutôt sympa. Après, je pense que on a perdu pas mal de temps sur le live à cause de ça, parce que on voit que Rollins attend qu'Ambrose sorte du coffre. Et en fait, ça met des plombes. Et à mon avis, je pense qu'ils ont un petit peu perdu de ça du temps par rapport à ça, notamment sur le final, quand Cena célèbre 6 titres. On voit qu'on se quitte quand même assez vite. Donc bon, ça a été un petit peu mal géré, mais bon, comme le disait Gus, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des segments comme ça, où justement on sort un petit peu de l'arena et on va voir ailleurs, on tourne autour des voitures, donc c'était plutôt cool, une très bonne idée. Quelque chose à ajouter, Renaud? Ouais, j'étais assez déçu parce que bon, j'attendais vraiment de ce match. Bon, on l'aura, c'est sûr qu'on l'aura, mais sur la soirée, j'ai trouvé ça un peu long. C'était un peu une sorte de fil rouge. Moi, j'ai trouvé ça un peu long entre les deux. Et je me posais la question de savoir, parce que je sais pas si c'est officiel ou pas. En fait, Seth Rollins, il s'était blessé le Raw d'avant le pay-per-view ou pas au genou? Il y avait pas l'arbitre qui a fait le signe de X? Oui, mais apparemment c'était Seth Rollins qui jouait très très bien. D'accord, ok. Je crois avoir lu ça. En fait, ça faisait partie du segment qui partent à ce moment du match. En fait. Et du coup, c'était normal, il n'y avait pas de blessure. D'accord, non, parce que je me suis dit c'est peut-être ça, donc alors c'est Ouais, pas ça. mais Donc les agressions étaient très violentes quand même, hein, pour Ouais. quelqu'un qui a mal au genou. Ouais, voilà, non, c'est C'est sûr. assez dangereux. Mais je veux bien qu'il y ait un pay-per-view mineur qui prépare un pay-per-view majeur, mais je veux dire à un moment donné, il faut quand même. Ouais, d'ailleurs, Ça reste quand même un pay-per-view, je veux dire. ça Battleground. reviendra dans la moyenne du pay-per-view. Eh ouais, Je pense qu'on va, je en trouve ça un faisant vrai le bilan, problème. on va en reparler. Je pense que c'est vraiment le point à noter sur ce pay-per-view. Seb, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Ah, je vais pas rajouter grand chose, hein. Moi, je vais dire que c'est plutôt intelligent de la WWE de garder ce match inédit pour SummerSlam et de pas le livrer ce soir-là à Battleground, qui est pas un pay-per-view important. Donc, surtout que la rivalité n'était pas parfaitement construite, j'ai trouvé avant Battleground. Là, il y a un mois de plus pour le faire. Et donc, je pense qu'on sera d'autant plus gagnant dans 3 semaines pour le gros pay-per-view. Un match qui se retrouvera aussi sûrement à SummerSlam, un match retour cette fois-ci, puisque Chris Jericho a battu Bray Wyatt dans un match simple, en 15 minutes 01. Et la seconde est importante pour nos pronos sur Wrestle, puisque ça le fait passer dans une autre catégorie, et que ça nous enlève 20 points. Kevin, qu'est-ce que tu as pensé de ce match entre le revenant et puis l'autre revenant?
Écoute, c'était plutôt sympa. Je me suis bien régalé. On voit pas trop passer le quart d'heure. Je me souviens plus mince. Harper et Rowan se font renvoyer, il me semble, à un moment. Oui, ils se font Oui, expulser c'est ça, par ouais. l'arbitre. Oui, Mais c'était pas. Enfin, forcément, oui, on a eu l'habitude de voir les matchs de Wyatt. On se souvient face à Cena, Extreme Rules, le rôle qu'ils avaient joué. Mais là, j'ai trouvé qu'avec leur absence, ma foi, ça passait plutôt bien. Bon, en même temps, c'est Jericho en face, donc il n'y a pas trop de questions à se poser. Et sinon, non, le match est cool. Après, c'est vrai que la victoire de Jericho est un peu surprenante. Ah, bah voilà. Décidément. Décidément. Il a eu 2 moments et là c'est reparti. C'est comme en 40. Hein. Il s'est jeté dans le port. Seb, c'est comme en 40. Comme en 40, ouais. Donc Seb, toi, qu'est-ce que t'as pensé de ce match? J'étais là encore très déçu. Belle affiche sur le papier, mais le rendu dans le match m'a laissé de glace, j'ai envie de dire. Ouais, c'était pas exceptionnel, c'était tout juste correct. Vu les 2 catcheurs impliqués, franchement, on pouvait s'attendre à largement mieux. J'ai aussi le résultat qui m'a beaucoup surpris et qui m'a presque déçu, puisque je pense que la victoire de Bray Wyatt aurait été plus intelligente pour débuter, même une victoire par petit paquet ou une victoire un peu cheap comme ça. Mais là, faire gagner direct Chris Jericho, je trouve que c'est pas forcément la meilleure décision. J'ai pas de doute sur le fait que Bray Wyatt sortira grandi de cette rivalité, mais il aurait peut-être dû remporter cette première manche à mes yeux. Pour légitimer Chris Jericho, qui a eu tendance à perdre face aux jeunes ces dernières années, notamment Fandango. Voilà. Merci Kevin pour nous rappeler ce mauvais souvenir. Renaud, est-ce que tu es d'accord avec Seb? J'ai un sentiment hyper mitigé moi sur le match. Je dirais quand même qu'il est bon, mais on sent clairement qu'avec ces 2 superstars, on aurait pu avoir vraiment un gros combat, et là c'est pas vraiment le cas. Je dirais que dans sa globalité, ça reste du bon, voilà. Mais vu le potentiel des 2 gars, ça aurait pu être du très bon. Alors je pense qu'ils en gardent encore sur le coude pour SummerSlam, hein, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure sur le pay-per-view, mais c'est vrai, je pense vraiment qu'ils en gardent sous le coude pour le SummerSlam. Et je pense concernant Chris Jericho, je pense que sa dernière victoire en pay-per-view remonte à Extreme Rules 2013 contre Fandango, justement, comme tu dis Kevin. Mais c'est vrai qu'il a été absent, Chris Jericho, plusieurs fois aussi, donc bon, il y a des pay-per-view qu'il a manqué. Mais quand même, sa dernière victoire, c'était Extreme Rules 2013. Gus, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Alors, ce que j'en ai pensé, c'est que c'était pas un mauvais match, comme a dit Renaud. C'était pas non plus un match exceptionnel. J'ai été très surpris de voir la victoire quand même de Jericho. Je pensais réellement que Bray Wyatt allait remporter ce match. Tant mieux, hein, ça réserve des surprises, on va dire. C'est tout ce que je vais dire. Après, les autres ont déjà tout dit, donc on va pas non plus s'éterniser sur tout ce qui a déjà été dit. Voilà. Kevin dit que c'est un combat qui fut bon, mais en dessous de ses attentes. Les 2 peuvent nous donner beaucoup plus, et ce sera sûrement pour le prochain pay-per-view. Est-ce qu'on attend trop de cette rivalité? Parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment une grosse hype autour, notamment parce que les 2 sont très bons parleurs. Est-ce que c'est possible qu'au final ce soit un peu plus décevant que ce qu'on attendait? Parce que Ouais, c'est possible parce qu'il y en a déjà eu des rivalités où on s'attendait à ce que ce soit très bon, et ça l'a pas été. Là maintenant, si la WWE bosse bien et si elle laisse carte blanche aux 2 parce qu'ils sont très bons au micro, hein, on leur écrit pas les textes, hein, Jericho c'est connu depuis des années, et Bray Wyatt apparemment c'est le cas aussi. Donc non, si on leur laisse du temps et tout, ça peut donner du très bon. C'est vrai que là on est frustré, ça reste quand même du bon, mais ils sont tellement énormes les 2, surtout Jericho qui sait tenir un match. Donc si Bray Wyatt bosse bien, non franchement, hein, Pierre, je pense que si on leur laisse du temps, hein, et si la feud se construit bien, ça peut être très intéressant. Maintenant, oui, ça peut rater comme des feuds ont déjà raté dans le passé avec des bons gars. Parce qu'on a Top Level qui nous dit qu'ils sont pas aidés non plus par une rivalité qui tourne autour de rien. C'est vrai qu'ils tournent autour de rien. Parce que au final, c'est vrai que Jericho est arrivé en disant qu'il était sensible au message de Bray Wyatt. Donc c'était un peu étrange de dire ça, non? Ça a été fait à la va-vite. On a senti que c'était pour placer les 2 un peu en pay-per-view, quoi. Bray Wyatt, Bray Wyatt, sa défaite contre John Cena, c'était à Payback le dernier match. Oui. Ça l'a un peu quand même, faut dire la vérité, que ça l'a un peu ralenti, je dirais. Après, il y a eu Money in the Bank, il était dans le match pour la mallette. Ça l'a un peu ralenti. Il fallait trouver quelqu'un. Et Jericho, il est légitime, donc ils ont mis Jericho. Mais c'est vrai que ça vient un peu comme ça, comme le Punk Undertaker était venu comme ça à WrestleMania 29. Là, on sent aussi que c'est comme ça. J'espère que dans la durée, ça va se construire. Mais il a totalement raison. Pour l'instant, c'est vrai que c'est construit sur rien, malheureusement.
On va passer au match suivant avec The Miz qui remporte la bataille royale pour le titre qui était laissé vacant par Wade Barrett qui s'est blessé, enfin par Bad News Barrett qui s'était blessé à cause de Jack Swagger lors d'un SmackDown. Forêt de Swagger. Voilà, merci. Et il élimine en dernier Dolph Ziggler qui faisait partie des favoris avec notamment Cesaro. Il y avait Del Rio dans la bataille royale mais il n'était pas vraiment favori. Il y avait qui encore de favori? Sheamus évidemment. Et donc dans un scénario où The Miz a fait que se cacher pendant tout le match pour finalement renverser Dolph Ziggler qui pensait avoir fait le plus dur en éliminant Sheamus. C'est une bataille royale qui a duré 14 minutes 11. Seb, qu'est-ce que tu penses de la victoire du Miz? Je pense que la forme n'était pas bonne parce que dans le passé on a déjà utilisé cette corde, ce raccourci pour remporter une bataille royale. Je me suis dit que c'était tellement gros qu'ils n'allaient quand même pas le faire et ils l'ont fait. Avec le Miz qui sort 3-4 fois du ring, sous les yeux de tout le monde d'ailleurs, hein. Tout le monde voit qu'il n'a jamais été éliminé. À un moment, il y a même Sheamus qui tend du doigt la ceinture et juste à côté, il y a le Miz, donc il peut pas le rater. Donc ça, c'est vraiment gros comme une maison. La victoire, avant le match, j'ai cru que le Miz allait gagner, donc ça n'a pas été une surprise, mais c'est plus la forme qui me gêne en fait. Parce que là, il ne gagne absolument rien en faisant comme ça. C'est vraiment très très cheap comme manière de remporter le match. Et donc ça gâche ce qui était quand même une bataille royale assez solide avec notamment le excellent jeu entre Cesaro et Kofi Kingston. C'est surtout aussi, je pense, la manière dont ça a été filmé et commenté. C'est-à-dire que Michael Cole et JBL n'ont pas cessé de souligner les sorties du ring de The Miz en disant qu'il n'était pas éliminé. Du coup, ça casse pas mal, je pense, le rythme du match. En version française aussi. Voilà. Voilà, en version française aussi. T'en penses quoi, Kevin? Tiens, du côté là. Bah écoute, j'y ai presque cru pour Ziggler. Je me suis dit, oh, ils vont pas le faire quand même, ils vont oser le faire gagner après tout ce qu'il a balancé et l'image mauvaise qu'il a au sein de la WWE. J'y ai cru aussi à Sheamus. Je me suis dit, tiens, ça y est, ils vont vouloir unifier les titres. Et puis, malheureusement, le Miz était là, tout le monde le voyait. Bon, ça peut faire une bonne rivalité pour SummerSlam entre The Miz et Ziggler, mais après, dans la bataille royale, par contre, elle était effectivement solide. Maintenant, ouais, forcément, le Miz nous a fait une Santino réussie. Félicitations à lui, hein, mais forcément, ouais, c'est cheap. C'est assez cheap, c'est dommage. Ouais, surtout que Santino qui avait tenté cette tactique dans le Royal Rumble à 40, l'année où Del Rio avait gagné. Et le Miz a réussi. Le Miz a pris des erreurs. Ouais. Mais non, par contre, ce qui est bien souligné, c'est Kofi Kingston qui nous trouve toujours un truc à chaque fois. Il a encore trouvé, je sais pas comment il fait, mais il a encore réussi à nous trouver la Kofi du Royal Rumble ou la Kofi. Ah, la Kofi. Est-ce que vous voulez du café? Voilà. Alors la Kofi Kingston, je pense que ce soit des batailles royales ou aussi des leader match en général. Hein. C'était une bataille royale à 19 et il n'y avait pas RVD, mais par contre il y avait Sando déguisé comme un Néerlandais qui passe ses vacances en France. Gus, qu'est-ce que t'as pensé de tout ça, de l'absence de RVD, tiens, d'ailleurs. Avant ton avis sur le match. Tu veux que je te dise vraiment que je pense de l'absence de Van Damme sur ce match-là? Calmement. Je m'en fous, mais à un point, tu peux même pas t'imaginer. Mais c'est un peu bizarre, on n'a pas eu de raison, enfin, quoi, ok, c'est pas mal de changements de dernière minute. C'est pas vraiment un drame qu'il n'y ait pas eu RVD. Enfin, pour voir des lariatés, hein, excusez-moi, mais c'est pas non plus grandiose, RVD. Sinon, le match, ouais, c'est une bonne bataille royale qui suivait pour le moment un pay-per-view plutôt bon jusqu'à présent. De toute façon, le pay-per-view a été bon jusqu'à la victoire du Miz, hein, tout simplement. Après, ça s'est un petit peu dégradé. Et ouais, ça me fait chier que ce soit le Miz qui sorte encore champion intercontinental. Bon, vous me direz, je préfère que ce soit Miz à Beau Dallas. Après, je suis un petit peu déçu pour Ziggler parce que ce qu'il a montré sur ce match, c'était juste exceptionnel. Le zigzag qu'il fait justement sur le Miz à un moment donné dans le match est juste incroyable. Et il arrivait à une vitesse monstre que tu vois même pas arriver Ziggler, quoi. Tu vois la prise, mais tu vois Miz tomber une vitesse. Il a dû se faire mal quand même le Miz sur la chute parce que elle est assez violente. Mais sinon, ouais, match solide. J'ai vraiment pensé, comme Renaud tout à l'heure disait, que Sheamus pouvait gagner le match et unifier les titres sans profonde rivalité, ce qui aurait été complètement con. Mais après, voilà, ouais, non, bonne bataille royale jusqu'à la victoire du Miz.
Renaud, est-ce que tu penses d'ailleurs, avec cette défaite de Ziggler sur le film, qu'il est promis un petit push, parce que depuis trop longtemps il est le Joker de la WWE, dont d'ailleurs Vincent, qui est en train de régler un peu ce live, a parlé sur VoxCatch, dans un article que vous pourrez voir sur le site, un article sur Ziggler et sur pourquoi la WWE devrait en faire un meilleur usage. Est-ce que tu penses que Ziggler va avoir un push dans cette rivalité avec The Miz d'ailleurs? Je sais pas s'il va l'avoir de suite. Je sais pas, j'ai pas vu le Raw du lendemain. Je sais pas ce qui s'est passé pour Ziggler le Raw du lendemain, mais par contre, tout est possible. Ziggler, c'est quand même un talent. Je veux dire, ça serait du gâchis de pas remonter ce mec dans la carte. Et en plus, il est applaudi toutes les semaines en weekly. Et la foule est à fond derrière lui. Donc c'est un vrai talent. Et j'espère vraiment qu'il va aller assez loin. Mais là, j'ai confiance. Même s'il se fait vraiment griller sur la fin, il a quand même été bien booké sur toute la bataille royale. Donc ouais, je pense que Ziggler il va revenir petit à petit, j'espère. Sinon, concernant le match, j'avoue que je me suis quand même bien fait chier moi sur cette bataille royale, perso. C'était le bordel au début, mais bon, ça c'est à chaque fois le cas. Bon, après quand il y a eu moins de monde, c'était un peu mieux. Et puis c'est la forme, comme disait Seb tout à l'heure. C'est la forme qui m'a gêné. J'en ai marre de voir ça. Ça fait un moment que je regarde la WWE. À chaque fois, elle nous sort des trucs comme ça. Jerry Lawler s'est déjà caché sous les rings à l'époque. Edge l'avait déjà fait. Christian à Judgment Day 2003 s'était fait éliminer d'une bataille royale pour le titre intercontinental. C'était quand le titre intercontinental était de retour à l'époque. Il s'était fait éliminer par Booker T, puis il était remonté sur le ring et il avait finalement éliminé Booker T. Enfin, tous ces trucs-là, bon, au bout d'un moment, c'est un peu chiant. Donc et ça tu m'a. connais la WWE, elle pense que ses fans ont une mémoire de poisson rouge. C'est pas faux. Donc, voilà. Kevin, l'autre, bien sûr, dit aussi que le match était plaisant à regarder, mais que le résultat était tellement téléphoné que c'était très décevant. Je pense que c'est d'ailleurs l'avis général sur ce match. On va passer au main event. Le match, le Fatal 4-Way, comme la WWE a bien aimé nous le rappeler pendant les 3 dernières semaines, au moins une douzaine de fois, que c'était un match où tout le monde était joué pour sa peau et que tout le monde pouvait gagner sans pour autant faire le pinfall sur John Cena. Donc finalement, John Cena, c'est lui qui fait le tomber sur Kane. Kane, oui, exact. Sur Kane, et il bat aussi Randy Orton et Roman Reigns qui étaient dans le match, en faisant un attitude adjustment sur Orton, et il l'envoie sur Kane, donc du coup après il fait le tomber. Et il gagne ce match en 18 minutes 17. Renaud, qu'est-ce que tu en as pensé ? Je dirais que ça me manque cruellement de nouveautés. En fait, j'ai trouvé que le main event il était trop sage, trop propre. Heel versus face, 2 contre 2, puis 1 contre 1. Enfin, c'est toujours un peu le même schéma. Kane qui aide Orton. Finalement, après, ils sont plus d'accord, ils se frappent. C'est toujours un peu le même schéma, les Fatal 4-Way à la WWE. Et là, je trouve qu'il y a eu aucune prise de risque en fait. Bon, à part à un moment donné, ils ont fait un move à 4 qui finit par une superplex sur Randy Orton. Mais quand je dis que c'est trop prévisible, c'est pas par rapport à John Cena qui reste champion, ça on s'en doutait aussi puisqu'on avait vu en plus qu'il y avait la fameuse affiche contre Brock Lesnar au SummerSlam qui avait filtré sur internet. C'est pas par rapport à ça, c'est vraiment par rapport au contenu du match. Je trouve qu'en fait on le regarde et on l'oublie quoi. On oublie pour un main event, c'est vraiment oubliable. Et c'est dommage parce que Roman Reigns, je trouve qu'il met une belle intensité dans le match, même si je trouve aussi qu'il a tendance un peu à répéter les prises. Bon là c'était un match à plusieurs donc il était un peu obligé, mais je trouve que c'est Superman Punch. J'espère qu'il va pas trop en faire en abusant. On a l'impression un peu que c'est Superman justement, donc j'espère qu'il va pas me saouler dans l'avenir. Roman Reigns, pour l'instant j'adore, mais on verra. C'est vrai qu'ils installent son set et qu'au fur et à mesure on a l'impression qu'il répète les mêmes moves sur chaque match. Et ça fait très peur parce que on est des fans de la WWE qui se laissent vite. Donc du coup, faut faire gaffe. Exactement. Et je voulais juste terminer parce que bon, j'aime bien un peu replonger dans le passé et j'ai un peu cherché de savoir quel pay-per-view avait terminé par un Fatal 4-Way. Le dernier en date, c'est Fatal 4-Way de 2010. Voilà, il y avait un pay-per-view éponyme, quoi. Oui, non, mais ça, oui, voilà. Non, mais je suis allé après chercher plus loin. C'était pour savoir lequel était le dernier en question, mais je me suis dit lequel j'ai préféré. Et moi, j'avais bien aimé un Bret Hart contre Steve Austin, contre Undertaker, contre Vader. C'était à New Wars Final Four en 97. D'ailleurs, Vader, ce soir-là, je crois qu'il s'est arraché la rétine de l'œil, enfin un truc de fou. C'était un Fatal 4-Way par élimination. Et il y en a un aussi pour les fans qui écoutent et s'ils veulent se plonger dessus, s'ils l'ont pas vu, c'était à Backlash 2007. Alors celui-là est vraiment excellent. C'était entre Shawn Michaels, John Cena, Randy Orton et Edge. Celui-là, il faut le voir. Donc du coup, qui est-ce qui n'a pas encore parlé ? C'est Seb. Tiens.
Parle-nous du match. Allez. Que dire de plus ouais, c'est un main event d'un pay-per-view secondaire, donc je me satisfais de ce qu'il y avait. Je pense que le match à 4, c'était une plus belle affiche que voir un énième John Cena, Randy Orton ou John Cena contre Kane. Là, tu as quand même Roman Reigns dans l'équation qui rajoute un peu de fraîcheur et qui fait finalement passer ce match agréablement, même si on se souviendra pas passer la soirée. Résultat extrêmement logique et des fois la logique c'est aussi bien. Hein, on va pas faire chambouler tous les plans sans raison. Là, ils ont fait gagner Cena, c'est ce qu'il fallait. Et voilà, on conclura ce pay-per-view sur une note moyenne, mais bon, c'est dans l'image du pay-per-view, j'ai envie de dire. Kevin, on va y arriver. Ouais, on va essayer. Qu'est-ce qui reste? Non, ouais, je crois que tout a été dit plus ou moins. Très mitigé du match. En plus, on a été spoilé par la victoire, donc forcément que ça a ajouté moins d'intérêt au match. Mais sinon, ouais, il y a pas de gros souvenirs qui restent. C'est souvent du vu et revu, à part la superplex. Ouais, c'était trop clean, c'était bizarre. D'habitude, les Fatal 4-Way, ça part un petit peu dans tous les sens, mais là c'était assez clean, assez propre. Et finalement, ça a surtout servi à une chose, c'est d'installer une sorte de rivalité Kane Orton et de mettre Roman Reigns, mais finalement, on sait pas trop où. Avec eux, sans doute. Mais bon, finalement, c'est pas un main event qu'on retiendra, quoi. Et c'est ça qui est assez marrant, c'est que finalement, le match qui compte le plus de la soirée, c'est le premier, c'est pas le dernier. C'est paradoxal. Kevin Fages est assez d'accord. Lui retient le spear sur Orton par Roman Reigns. Il dit que c'est un main event qui casse pas des briques mais qui fait le taf. Je suis globalement d'accord avec lui. Est-ce que vous avez pas eu un problème avec le rythme? Moi personnellement, je trouvais que c'était un peu bizarre souvent qu'il y ait que 2 catcheurs dans le ring. En fait, au final, il y a très peu de mouvements où ils sont plus de 2 dans le ring et c'était peut-être un problème de rythme. Je sais pas si quelqu'un quelque chose à dire là-dessus? Malheureusement, c'est la dynamique habituelle des matchs à 4. Hein, c'était pareil avec le leader match Money in the Bank. J'ai l'impression que les matchs à plusieurs en ce moment sont un peu au final avec seulement 2 catcheurs dans le ring et le reste en train de faire semblant de souffrir sur le côté. C'est un peu dommage, je pense. C'est un des défauts de ce type de match, mais bon, malheureusement, hein, c'est comme ça. Je pense qu'on a terminé ce pay-per-view avec John Cena qui célèbre sa victoire. On voit qu'il reste 10-15 minutes de pay-per-view. On attend quelque chose qui ne viendra pas et qui viendra plutôt pour le lendemain. Mais avant de parler de Raw, on va passer aux notes de ce pay-per-view avec vos avis globaux en même temps. Alors pendant que vous réfléchissez à vos notes, à ce que vous allez dire sur le bilan de ce pay-per-view, je vais donner la note de Kevin Fages qui est de 4 sur 10. Et je vais donner la note de Greg qui est de 6,5 sur 10 et son avis global qui est que le meilleur match de la soirée, c'est incontestablement le match par équipe, qui c'est 20 minutes de folie et pour le reste ça reste correct mais sans plus. Gus, quelle est la note que tu donnes à ce pay-per-view? Money de Bank, j'ai mis 3. Je compare celui-là, Money de Bank, il est meilleur quand même, mais un peu plat aussi. Je vais mettre la moyenne, elle sera à 6. 6. Seb, ta note? Moi, je vais mettre un 5,5 parce que je n'oublie pas, je me mets dans la tête que c'est un pay-per-view secondaire et donc pour un pay-per-view secondaire, on a eu quand même un excellent opener et après des matchs qui n'ont pas été catastrophiques, qui ont fait le boulot, même s'il y a quelques décisions surprenantes, mais bon, je pense que je vais mettre 5,5. Ouais. Renaud? Je mets 5, mais exactement pour les mêmes raisons que Seb. Donc voilà. 5. Kevin? 6 pour le match par équipe. Pour le match par équipe. Moi, je vais lui mettre 5 pour le match par équipe aussi, parce que je lui donne la moyenne, parce que ce match était vraiment exceptionnel. Ça me donne un peu l'occasion de parler globalement de ce pay-per-view, qui était un peu trop, pour moi, un pay-per-view de transition vers SummerSlam. On prépare SummerSlam, mais on fait pas très attention à ce pay-per-view. Il est très mal placé, et on voit qu'en fait, il y a un problème de timing avec ce pay-per-view qui est en trop dans la carte des pay-per-view de l'année, en fait. Voilà. Donc je vais faire la moyenne pendant ce temps-là. Donc nous sommes... elle est à 5,5 la moyenne, hein. Se calcule facilement. Pas besoin de calculette, quoi. Elle est à 5,5, d'accord.
Top Level qui nous dit je vous trouve généreux avec un pay-per-view qui est une bataille royale avec le Miz vainqueur comme le deuxième match d'ailleurs. Voilà, comme deuxième meilleur match, ouais, c'est vrai que c'est Ouais. un peu sale là. Ouais, mais bon. Mais il y a le premier match qui sauve pour la moyenne, hein, je pense. 5,5, c'est pas une très grande moyenne. Hein. On a mis des fois beaucoup mieux, surtout cette année depuis WrestleMania, on avait tendance à mettre bien plus. Donc l'Euro, d'après Pay-Per-View, qui, comme d'habitude à la WWE, quand il s'agit de relancer la machine, ça fonctionne assez bien. Dans un premier temps, on va parler d'un événement dans la section Diva. C'est le heel turn de Page, dont on a un peu évoqué tout à l'heure. Donc le heel turn de Page qui a attaqué AJ Lee après le match et qui a imité sa manière d'entrer en trottinant, en gambadant, telle la petite maison dans la prairie. Qui a vu l'Euro? Moi, je l'ai vu. Ah, Kevin qui le sauve. Allez, Kevin, essaye de faire une phrase entière avant de couper. J'ai vu l'extrait sur internet, hein, via la WWE YouTube. Ma foi, non, ça fait un peu bizarre. Je commence à de moins en moins supporter les cris un peu façon Scream de Page. Donc j'ai un peu plus de mal. Mais sinon, non, après, ma foi, tant mieux. D'un côté, au moins, ça départage bien les choses. Après, c'est vrai qu'on aurait pu penser que Page reste face et AJ reste heel. Bon, ils ont inversé les personnages. Sur le segment, ouais, ça se fait. Mais bon, c'est pas non plus... Bon, ça se fait. Mais voilà, je sais pas, je reste mitigé. Il faut voir la suite. Gus? Bah, je suis pas d'accord avec. Au contraire, c'est plutôt la bonne figuration de voir Page qui est plutôt une diva assez dark, de la voir se transformer en heel, donc forcément c'est un petit peu normal. L'anti-diva c'est un peu Page, l'anti-diva, donc AJ aussi, l'idéal ça aurait été d'avoir deux personnages heel en quelque sorte. À ce moment-là, ça aurait fait vraiment monter la division diva. Comment ne pas intéresser la foule à la WWE, tu fais affronter deux personnages heel. Je pense que la dernière fois que deux personnages heel se sont affrontés, il y avait Randy Orton qui était dans le match. Et il y avait Christian aussi. Ouais, un truc comme ça. Ça devait être comme ça pour un Royal Rumble. Ils avaient que ça, alors du coup ils ont fait affronter des heels. Alors c'était pas plus tard que hier. Hein. Pas plus tard que hier. À Main Event, Fandango contre Seth Rollins. Oui, non, mais je veux dire en pay-per-view, s'il te plaît. Ah, en pay-per-view, oui. Oh là là, pour une fête pour un titre, tu vois, un truc quand même important. Moi je vais donner mon avis vu qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont regardé Raw. Je pense que c'était la seule chose à faire. Parce que bon, une dynamique face-face ça ne marche pas. Il non plus, et du coup Page qui fait un heel turn, c'est logique. Ça lui permet aussi de dominer les matchs, ce qui n'était pas arrivé depuis sa prise de titre, et ça lui donne l'occasion de poser son catch, quelque chose qui... J'ai cru que tu allais dire poser son cake, excuse-moi, mais... Je m'appelle pas Gus. Donc voilà, merci. Donc voilà, ça lui permet d'imposer un peu plus son catch, voir un peu mieux son set et de se rendre compte qu'elle peut faire plus de choses que ce qu'elle a montré depuis qu'elle est arrivée à Raw. Sinon, le deuxième événement, là, par contre, vous en avez entendu parler, j'espère qu'on va en parler un peu plus, hein, c'est le fameux plan C de Paul Heyman qui a été mis en activité par Triple H, qui a choisi Brock Lesnar comme prochain challenger au titre WWE pour SummerSlam. Ouais, voilà, hein, ceux qui ne savaient pas sans spoiler. Quelle surprise! Quelle surprise! Voilà. Oh là là, je m'y attendais vraiment pas. Bon, on va en parler de ça. Mais voilà, donc Gus, vas-y, vu que t'es chaud, vas-y. Parle de Brock Lesnar contre John Cena. Est-ce que ça te tente? Bah, franchement pas. Déjà que les deux derniers Brock Lesnar Cena m'avaient emmerdé à un point inimaginable. Alors tu m'étonnes que je suis content de voir le main event de SummerSlam entre John Cena, qui était absent de Raw d'ailleurs, contre Brock Lesnar. Quoi. Voilà, c'est pas. Enfin voilà, c'est. Ah mais non. Enfin, quand on y repense, l'année dernière Cena Bryan, et là cette année ce sera Cena Lesnar. C'est une affiche ouais. qui fait vendre quand même. Oui, ça fait vendre, mais bon, nous on est fans, quoi. Qu'est-ce qu'on s'en fout de faire vendre, que quand on est fan, on achèterait même un Fandango contre, on achèterait Fandango contre on achèterait Fandango contre GTG, nous. Non merci. Abuse pas. Alors, il y a une différence entre être fan et sadomasochiste, Gus. Non, mais voilà. Ouais. T'es pas emballé. Non, parce que je me rappelle, ça va me rappeler les matchs de 2012 qui m'avaient fait chier, donc. À vrai dire, non, ça m'emballe pas plus que ça, quoi. Surtout qu'on connaît déjà le résultat, quoi, donc. Ouais, plus ou moins, on sait jamais. Ouais, non, je pense pas.
Moi, j'ai encore en tête le match d'Extreme Rules 2012 entre ces deux-là. Donc, si je pars de ce point de vue-là, je me dis que j'ai envie de revoir ce match. C'est vrai que c'était un match extrêmement physique à l'époque et qui était un petit peu hors des normes WWE. Donc, ça a changé. Ah non, moi, j'ai totalement kiffé ce match. Hein. Ah, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont adoré, il y en a beaucoup qui ont détesté. Moi, je fais partie de ceux qui ont adoré, et donc j'espère revoir ça peut-être à SummerSlam. La seule chose qui s'était passée avec Extreme Rules 2012, c'était un coup de poing avec l'aide d'une chaîne, sur les trucs, c'était de voir le sang sur le visage de Lesnar. C'est tout ce qui s'est passé dans ce match-là. Kevin. C'est pas plutôt le sang de Cena? Ouais, mais après Lesnar avait saigné aussi. Mais C'est- avait saigné en exact. premier par des coups de coude de Lesnar. C'est ça. Ouais, non, pas très motivé, oui et non. Ça fait une belle affiche pour le bel événement, mais après, c'est clair que c'est déjà vu. Et puis surtout aussi, si Lesnar gagne, est-ce qu'il va rester? Parce que bon, on sait qu'il a un contrat limité, donc ça va donner des choses quand même assez bizarres. Mais sinon, non, la rencontre peut être sympa. J'espère qu'il y aura une stipulation, parce que bon, Lesnar, comme ça, on l'a vu face au Taker, c'est un peu juste. Donc sans doute le retour d'une stipu, ça serait plutôt intéressant. Après, la carte en elle-même va sans doute un petit peu rattraper le main event de SummerSlam. Renaud. Non, moi, je suis totalement emballé pour ma part, parce que moi, je fais partie de ceux qui avaient kiffé le match à Extreme Rules 2012. C'est vrai qu'il est partagé ce match. Il y en a qui aiment pas, il y en a qui aiment. Moi, j'avais kiffé, donc j'avais bien aimé. Et puis, c'est assez rare. C'est assez rare les Cena Lesnar. Il y en avait eu un aussi qui date de Backlash 2003, mais à l'époque, Cena il n'était pas encore installé. C'était déjà pour le titre de champion du monde, mais Cena n'était vraiment pas installé. On savait très bien qu'il allait pas gagner. Donc voilà. Mais ouais, celui d'Extreme Rules ça m'a bien plu. Et, j'espère aussi une stipu, parce que Lesnar sans stipu ça le fait pas trop. Mais avec une stipu, je pense que ça peut être un très gros match. Ouais. Je pense que vous avez oublié une donnée importante dans vos considérations autour du Lesnar-Cena. C'est le fait que Lesnar ressort avec la victoire du Taker. Ça offre déjà une nouvelle fenêtre à Paul Heyman qui s'en est déjà servi, mais là, vu que Lesnar est là, ça va prendre une autre proportion. Il l'a déjà utilisé dans le segment où Lesnar est introduit comme challenger. Et je pense que ça donne une autre dimension à ce match, parce qu'en plus, Cena a atteint les 15 titres mondiaux. Donc ça donne un deuxième mythe à écrouler pour Brock Lesnar. Et je pense que ce serait un angle beaucoup plus intéressant que lors de son premier retour à Extreme Rules 2012, qui m'avait pas emballé, hein, Sylvain Carnalec s'en souviendra. Et du coup, je pense que ça donne une nouvelle dynamique pour SummerSlam et quelque chose de bien plus intéressant qu'avant. Voilà. Ouais, non, je suis pas trop d'accord. Si, moi oui, quand même, t'as raison. Ouais. Ça, j'ai pas précisé, mais je trouve aussi façon, que. Vas-y. De toute façon, non, mais je vais dire une connerie. J'aurais préféré voir un Cena contre Sin Cara pour SummerSlam. Ah non, mais là c'est la mention Sin Cara gratuite. Ouais, voilà, c'était ça. Là c'est de la gratuité. Hein, Celle-là, elle était gratuite. Renaud, du coup, qui voulait rajouter? Non, ouais, je te rejoins. Je pense que tu fais bien de souligner. C'est vrai quand même que Lesnar, il sort d'une victoire sur Undertaker, quoi. À WrestleMania, à la streak, ça lui donne encore plus de superbe. Donc, et puis John Cena qui est champion encore depuis un moment. Donc, bon, ouais, non, ça rajoute quelque chose. The Bank, hein. Je sais que le temps compte double quand Cena est champion, mais quand même. C'est que. Oui, non, c'est pas. Je voulais dire qu'il y a des règnes depuis, voilà, qui accumulent les règnes depuis un moment. Et oui, t'as bien raison. Et non, c'est vrai que ça peut donner du très bon comparé à Extreme Rules, où ça sortait un peu là aussi de nulle part, juste après un WrestleMania, il était revenu de Lesnar pour porter son F5. Donc là, oui, il y a quelque chose autour de ce match. C'est très bien. Ouais. Bon, bah pour Rose, c'est terminé. Je pense que personne n'a rajouté quelque chose. Non. Sting à la WWE, bon déjà dans le jeu. Oui. 2K15. Mais est-ce que ce serait pour plus aussi? Parce qu'il est apparu en conférence avec Hulk Hogan. Sting, il veut à tout prix affronter le Taker pour WrestleMania. Après, maintenant, c'est pas impossible. Donc, c'est pas impossible de voir Sting. Apparemment. Pour WrestleMania, il pourrait être prêt, Taker. Ouais, mais il prend de l'âge. C'est le match contre Punk, il devait pas être prêt. Et au final, t'as vu ce que ça a donné. Est-ce que ça a encore du sens de faire catcher le Taker? Je sais pas. Contre Sting, c'est un peu le débat qui tourne en rond depuis WrestleMania quand même. Oui. Est-ce que le Taker a une utilité à revenir? Non, pour un combat contre Sting, oui, c'est utile quand même. Mais Sting a 50 balais. Ça reste un dream match, bordel. Pierre. Ouais. Ouais, je pense que si la WWE a fait signer Sting, parce que là il a signé avec eux une entente, c'est sûr.
il va revenir pour un match et puis pour une intronisation au Hall of Fame. De toute façon, l'intronisation au Hall of Fame, McMahon lui avait promis même quand il était sur la fin à la WCW. Donc ça date déjà d'un moment, même quand il était dans la fédération concurrente à l'époque. Mais je pense que Sting va revenir. Maintenant, là, la question à savoir si ça sera contre Undertaker, c'est sûr que ça sera un dream match, là, c'est autre chose. Mais Sting revenir pour un match, oui. Maintenant, si c'est pas contre Undertaker, ça peut être contre John Cena, ça peut être, je sais pas moi. Il y en a des gens. Si Sting revient, c'est que pour affronter le Taker et personne d'autre. Oh, ça je vois pas, non, ça je suis pas. Si, bah si. Pourquoi il est trop vieux. t'es booker officiel? Ouais, j'ai signé la semaine dernière. Ah, d'accord. Merci Chris pour cette vanne de qualité. Je pense qu'on a terminé ce podcast, messieurs. En tout cas, Battleground, Raw et autres sujets. On va parler du Twitter, @WrestlersRadio. Vous pouvez nous suivre sur Twitter. Vous pouvez aussi aimer la page Facebook Wrestlers Radio. Ce podcast sera disponible sur le YouTube Wrestlers Radio. Vous tapez Wrestlers Radio, de toute façon vous nous retrouvez immédiatement. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et vous retrouverez tous les épisodes de Late Night Wrestlers, Impact Wrestling, Next Gen Wrestling, Impact Wrestlers, pardon, excuse-moi, Next Gen Wrestlers, du coup, les Vintage Wrestlers, qui aura un nouveau numéro. Les interviews prochainement. Wrestlers. Attends, je vais en parler après, s'il te plaît, laisse-moi faire. Parce que bon, c'est moi, c'est moi le patron. Là c'est moi le patron ce soir. Donc il y aura un Vintage Wrestlers sur l'édition de 1992 de SummerSlam qui s'était déroulé à Londres. Donc Renaud parlera très bien, je pense qu'il sera du podcast, tu me confirmes. C'est ça, oui, à Wembley. Le main event c'était Bret Hart contre British Bulldog, c'était un match excellent. Voilà, donc voilà, avec un tel match, on ne peut que écouter. Il y aura aussi un Impact Wrestlers autour de Destination X et de la TNA qui est passée à New York. Ça, c'est avec Seb qui aura sûrement. Ouais, j'y serai. Ne vous inquiétez pas, j'y serai. Avec Boosty. Donc tout ça sur YouTube, et vous pouvez aussi retrouver les différentes interviews qu'on a fait des catcheurs indépendants français qui sont un peu partout dans le monde. Il y a Rosto qui est le dernier à avoir répondu à Wrestles et on leur remercie encore. Il y avait Yann Colby qui est lui catch plutôt dans l'Europe de l'Est. Il y avait Roméo, le seul catcheur à avoir une ceinture, le seul catcheur français à avoir une ceinture aux États-Unis. Et il y avait aussi les cousins Autier qui catchent pour la FSCP. Voilà. Vous pouvez aussi retrouver Wrestlers Radio sur iTunes. On va remercier maintenant les partenaires. Donc FNLUT, où d'ailleurs les interviews, l'interview de Rosto a été publiée. On remercie l'équipe de FNLUT de mettre en avant les interviews qu'on fait à chaque fois. VoxCatch, bien sûr, avec la review sur Battleground. Vous pouvez retrouver la review sur Battleground, l'article de Vincent sur Dolph Ziggler, et deux nouvelles chroniques sorties par Brucey et moi-même. Brucey qui va parler des managers dans l'histoire de la WWE, qui a le prochain numéro, c'est sur Paul Bearer. Ce sera Paul Bearer la semaine prochaine. Et moi, j'ai commencé personnellement une chronique autour des superstars au cinéma, avec un premier numéro sur Hulk Hogan dans Super Urban Commando, un deuxième sur The Rock dans Le Roi Scorpion, et la semaine prochaine, ce sera sur un autre catcheur, je n'en dis pas plus. Ça va, Gérard Rolls? Tu fais ta pub? Ouais, Gérard Rolls. Voilà, le cyclose du groupe qui s'exprime, bien entendu. Par contre, ça va, j'interviewe pas les personnes à peine 30 secondes après l'effort, je suis quand même. Non, pas... ça va, t'es gentil. J'ai une petite question, un petit pari à vous faire. Oui. On sait que la WWE fait des économies. Si vous avez remarqué la scène utilisée, celle utilisée également pour les shows weekly dans les pay-per-view, Oui. est-ce que pour SummerSlam, ça sera la même chose? Voilà, c'était une question incroyablement incroyable, je sais. Mais ça peut donner un indice aussi sur les idées qu'a la WWE à faire. Oui, je sais qu'à SummerSlam, le décor change, mais... Oui. Non, c'est pas le décor qui va changer, c'est surtout qu'ils ont fait les économies au niveau du SummerSlam Access qui a été tout simplement supprimé. Ah, aussi, sûrement, ils vont faire le point pour le show et voilà, vu qu'il n'y a pas d'access, ils vont surtout faire cette perte d'argent avec l'annonce des nouveaux droits TV, elle a coûté très cher à la WWE quand même, c'est assez dingue. On va remercier aussi d'autres partenaires encore, l'e-Fédération sur WWE 2K14, Wrestling Evolution League, sur PS3, sur PS3, oui. D'accord. C'est la Wrestling Evolution League. De toute façon, il n'était pas sorti sur PS4. Le forum Catch Asylum et le site Wrestling Original, ainsi que Revolt Radio. On va noter le prochain rendez-vous pour Late Night Wrestlers.
Ce sera après SummerSlam qui se déroule le 17 août, donc ce sera le 21 août. Ce sera à nouveau en live. J'espère que vous serez là, vous serez nombreux, parlez-en autour de vous. Faites propager le bon mot. Et donc, à la prochaine. Awesome! I came to play. There's a price to pay. Time for you to get down on your knees.